Vous êtes sur Reporter, le quotidien de l'écologie. Vous écoutez les grands entretiens. Bonjour Fatima Wassak. Bonjour Hervé Kempf. Alors, quelle est la première histoire de dragon qu'on vous ait racontée ou dont vous vous souveniez ? Alors l'histoire de dragon qui m'a le plus marquée et dont je me souviens très précisément encore aujourd'hui, c'est très simple, c'est Dragon Ball Z et Dragon Ball. Quand j'étais petite, qui passait à la télé et qui a été un phénomène incroyable dans les quartiers populaires. C'est vraiment les mangas, la télévision française animée à l'époque et jusqu'à aujourd'hui en fait avec le manga One Piece dont je parle dans le livre où il y a à nouveau des histoires de dragons. Donc les dragons, oui, c'est passé par les mangas. Voilà, le Bruce Lee dragon. Là encore, moi, j'ai vécu cette période des magnétoscopes, des cassettes avec Bruce Lee. Donc c'est plutôt des dragons plutôt asiatiques. Mais évidemment, il y a aussi des histoires de dragons. Des histoires comme ça du Moyen-Âge, le Seigneur des Anneaux évidemment, Bilbon le Hobbit, qui fait aussi partie de ma culture très très politique, Tolkien. Donc voilà, c'est un mélange. C'est certainement des dragons aussi dans les histoires berbères qu'on m'a racontées petites. Mais ouais, il y a des histoires de dragons un peu partout dans... C'est sympathique les dragons, c'est bienveillant, c'est méchant, ça fait peur, c'est puissant. C'est puissant. C'est ça qui est important, je pense, avec cette figure des dragons. Déjà, c'est universel, comme je disais à l'instant, on retrouve des dragons partout dans toutes les cultures, européennes, africaines, asiatiques, etc. Et oui, il y a cette puissance, en fait, sur laquelle j'insiste, parce que les populations auxquelles j'appartiens, en fait, ne sont pas perçues, considérées comme si puissantes que ça. Par exemple, les femmes, les mamans, les quartiers populaires, les personnes de l'immigration africaine. Et donc, revendiquer une certaine forme de puissance politique. Donc, revendiquer que nous sommes un sujet politique, les femmes, les mères, les quartiers populaires, etc. Je pense que oui, effectivement, ça peut faire peur. Et on a besoin de faire peur pour avancer. On a besoin de faire peur aux dominants ? Oui, on a besoin de faire peur aux dominants, à ceux qui tiennent le système colonial capitaliste, comme je le qualifie dans le livre. Oui, pour s'imposer dans le rapport de force, ça ne va pas se faire de manière douce, ça ne va pas se faire de manière simple. Je veux dire, il va falloir taper du poing sur la table, étant donné l'urgence, puisque dans le livre, je parle... de cette urgence qu'est l'urgence climatique. Je commence par ça. Je commence par admettre qu'il y a urgence, effectivement, qu'il faut s'en inquiéter pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Je commence par dire qu'il n'y a pas de débat là-dessus, en fait, qu'il faut vraiment s'en inquiéter et travailler à un projet de lutte contre le désastre écologique, climatique en particulier. Et oui, je commence par dire que pour pouvoir se faire entendre et imposer nos enjeux, nos points de vue, l'amour que nous avons pour nos enfants et nos petits-enfants, il va falloir se battre. Et de la puissance. Alors donc, vous publiez Pour une écologie pirate, à la découverte, début 2023, Fatima Wassak. Quelle est la première histoire de pirate qu'on vous ait racontée ? Est-ce que vous racontez des histoires de pirates à vos 2 filles, je crois ? Oui, alors un garçon et une fille. Voilà, c'est ça, un garçon et une fille, pardon. 2 enfants. Ah oui, alors eux, les pauvres, depuis qu'ils sont nés, c'est dragons et pirates, quoi. Et pourquoi ? C'était leur besoin ou vous, c'est venu et puis là... Moi, c'est mon univers, en fait. L'un des univers dans lequel je me sens bien depuis petite, donc c'est notamment les mangas. Et alors, il y a autant la figure du dragon qui est très présente, il y a aussi la figure du pirate, des pirates. C'est une période historique, l'âge d'or de la piraterie qui m'est très cher aussi. C'est le début du XVIIIe siècle. C'est à la croisée de questions qui sont importantes pour moi dans ma culture politique, la question du capitalisme, la question coloniale, la question de l'esclavage. Les femmes aussi qui sont présentes, la classe ouvrière, parce que les pirates sont de cette classe-là. Et donc, ce sont des questions politiques qui rejoignent en fait une culture sympathique quand même, parce que la figure du pirate, c'est quelque chose qui est enthousiasmant. C'est la question de la liberté. Moi, je veux que mes enfants puissent se libérer, s'émanciper. Donc, je trouve que c'est une figure qui est intéressante. Donc, je les ai nourris de ça. Il y avait les barbaresques aussi, des pirates moins connus que les corsaires des Caraïbes, auxquels on pense souvent. Mais la Méditerranée a été parcourue, je crois, au début du XVIIe siècle, par des pirates qui venaient de ce qu'on appelle maintenant la Tunisie, l'Algérie, et qui faisaient régner la terreur sur les mers, comme dans les Caraïbes, d'autres. Mais il y a cette figure donc de Barberousse, effectivement. Il y a ce sujet qu'est la Méditerranée également, qui est dans le livre, donc avec toute cette aspiration à la liberté. Et donc oui, il y a cette idée de piraterie,
plutôt valorisé dans le livre. C'est-à-dire que c'est vraiment la soif de liberté. Mais effectivement, c'est pas contradictoire avec la terreur, quoi. Parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut un rapport de force, il faut pouvoir s'imposer. On aime bien les pirates à Reporter, et au tout début de Reporter, en 2013, j'avais pris l'image des pirates pour dire que nous quittions les dominants et nous allions à l'aventure dans les archipels, au nom de la liberté. Et la liberté, c'est au cœur de ce livre, et notamment la libération de la terre. Et vous développez une idée que je trouve originale, pour dire, mais dans les quartiers populaires, ce qui se joue, c'est la question de la terre. Absolument. Alors, on s'y attend pas forcément, comme on ne s'attend pas forcément à ce que je parle de liberté. Oui, parce que lorsqu'on pose la question aux quartiers populaires de savoir pourquoi ils ne s'engagent pas sur le nécessaire front écologiste, on oublie le fait qu'on a affaire à des populations qui ne sont pas considérées comme étant chez elles, dans les quartiers où elles habitent. Voilà, c'est cette question en fait qui est au centre du livre, effectivement. Moi, je qualifie même les populations qui vivent dans les quartiers populaires de sans-terre, c'est-à-dire des populations qui sont pourtant là depuis plusieurs générations, depuis au moins 60-70 ans, et qui pourtant n'ont pas de rapport à la terre. Alors, elles n'ont pas de rapport sensible, charnel, affectif, parce que il y a du béton qui les sépare de la terre qu'on cultive, qui nourrit, etc. Mais on les désancre également, c'est-à-dire qu'on leur répète à ces populations, dans le champ politique, dans le champ médiatique, à longueur de temps, on leur répète qu'elles ne sont pas ici chez elles, que cette terre n'est pas la leur. On se souvient qu'en 2022, on a eu de longs débats à la télévision, à des heures de grande écoute, pour savoir si oui ou non ces populations étaient en France chez elles, et s'il fallait pas finalement les renvoyer dans leur pays d'origine. C'est tout le débat qu'a imposé l'extrême droite dans le débat public qui concerne la remigration. Je montre aussi que à cette question de la remigration, aujourd'hui, le camp progressiste n'a rien d'autre à opposer que l'utilité en fait des populations qui vivent dans les quartiers populaires, c'est-à-dire respectons cette population, acceptons-la, tolérons-la ici, parce qu'elle est utile. Et on parle de secteurs d'activité, secteur du travail, en pénurie, le bâtiment, la restauration, etc. Et donc c'est une certaine forme de sous-humanisation aussi. C'est-à-dire que cette population n'est légitime à être ici, en France et en Europe, que dès lors qu'elle est utile au capital, dans tel ou tel secteur d'activité. Moi, la question que je pose, c'est ça. Pour avoir du pouvoir politique dans les quartiers populaires, il faut pouvoir se sentir chez soi là. Pour pouvoir protéger cette terre, et il le faut, je disais tout à l'heure, il y a une urgence écologique, il y a une urgence climatique. Pour pouvoir la protéger, cette terre, il faut pouvoir s'y sentir chez soi. Il faut pouvoir dire à ses enfants qui sont ici, chez eux. Ils ne le ressentent toujours pas, que ce soit à Vénissieux, à Bagnolet, à Saint-Denis. On nous en empêche. C'est ce que je montre. Ce processus de désancrage, il n'est pas du fait des populations qui vivent dans les quartiers populaires. C'est quelque chose qu'on nous impose, en fait. Alors, ancrage, pas au sens de l'encre avec laquelle on écrit, mais l'encre précisément que les pirates ou les marins, y être ancré quelque part dans une terre, mais aussi d'ailleurs dans une ville. Absolument, absolument. C'est ça l'idée, c'est de dire. Alors, c'était déjà de donner à voir. Donc, c'est une analyse d'abord. Qu'est-ce qui fait que dans les quartiers populaires, on ne se sent pas concerné par la protection de l'environnement? Voilà, l'analyse, c'est on ne se sent pas concerné parce qu'on nous répète, notamment parce qu'il y a des contrôles policiers, par exemple, et donc on nous demande de sortir nos papiers pour prouver qu'on habite bien là. Il y a des processus complexes qui désancrent en fait la population et qui la poussent à errer. Voilà, il y a cette errance dont je parle. Ça, c'est l'analyse. Mais il y a aussi le projet politique, c'est-à-dire ce que je dis à mes enfants. Ce que nous pouvons dire, nous, militants des quartiers populaires, militants politiques, militants écologistes, c'est de dire à cette population, vous êtes ici, chez vous. Et ça, c'est, je pense, un cheminement personnel, mais j'espère un cheminement qu'on va faire dans les quartiers populaires, que nous allons faire ensemble, c'est de dire à ces enfants-là, en fait, c'est terminé ce va-et-vient entre ici et là-bas, ne se sentir chez soi ni ici ni là-bas. Voilà, actons que notre terre, c'est cette terre européenne, c'est cette terre en France, c'est cette terre des quartiers populaires. Et il faut y travailler, du coup. Cet ancrage, il faut y travailler, il faut revendiquer des choses. Ça veut dire que vous êtes européen ? Ah oui, pour moi, l'écologie pirate, c'est une écologie européenne. C'est l'écologie des Suds en Europe, c'est l'écologie de l'Afrique en Europe. Mais c'est bien une écologie européenne, oui, il faut accepter de s'ancrer en Europe. Il faut travailler à un réseau européen, il faut travailler à allier les classes populaires en Europe, les quartiers populaires en Europe. Il faut travailler à casser les murs entre les quartiers populaires en Europe et ce que j'ai appelé les quartiers pavillonnaires, les quartiers de classe moyenne supérieure, etc. Donc, mais c'est bien un projet politique
pour l'Europe, en Europe, ça c'est évident. Il y a un rapport évidemment avec l'Afrique, j'en parle aussi, c'est tout un projet internationaliste. Mais oui, il y a cette acceptation, y compris pour moi, déjà de parler de terre. Moi, il y a encore quelques années, je parlais de territoire. Et parce qu'on nous parle de territoire pour les quartiers populaires. On parle de ZEP, ZUS, quartier de reconquête républicaine, etc. Donc on nous empêche en fait de penser quelque chose qui est pourtant fondamental et essentiel, qui est universel. Le rapport affectif que l'on peut avoir avec une terre. Donc c'est un cheminement, c'est-à-dire que moi-même, je décidais aujourd'hui politiquement de me dire, cette terre-là, c'est la nôtre. Et il faut qu'on mette à l'aise nos enfants, en fait. Il y a ce travail-là. Et en même temps, j'ai voulu montrer que c'était pas paradoxal avec la question de la liberté. Il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans la pensée de Bruno Latour. Il y a plein de choses intéressantes, évidemment. Mais il y a notamment la nécessité de mettre en lien, presque en circulation, le fait de regarder la Terre, et on y est de plus en plus forcé. Urgence climatique oblige, et en même temps cette aspiration qu'on a de prendre la mer, en fait, de prendre le large, de cette nécessité que l'on a de contempler, d'infini, et donc c'est regarder vers le ciel, quoi. Et pour moi c'est un peu ça l'écologie pirate, c'est cette nécessité de s'ancrer dans la terre, donc l'ancrage territorial, et en même temps l'aspiration à la liberté. Donc à la liberté notamment de circuler. Parce que vous dites quelque chose que j'ai trouvé très juste, vous écrivez plus exactement, être chez soi, c'est pouvoir accueillir qui l'on veut sans avoir à le justifier. Oui, absolument. Alors c'est le droit d'accueillir, donc, et ça c'est dans la dernière partie du livre, c'est tout le projet politique du livre, parce que il s'agit aussi de proposer quelque chose. Qu'est-ce qu'on propose dans les quartiers populaires, en fait ? Quelle écologie ? Comment on y contribue à cette écologie à la hauteur de l'urgence ? Et effectivement, il y a ce droit d'accueillir. Pour moi, la politique, c'est revendiquer de nouveaux droits. Il y a ce droit d'accueillir qui est spécifique aux populations qui vivent dans les quartiers populaires, cette classe populaire-là, qui a été amputée. Voilà, et ça, c'est un traumatisme, en fait, dans les quartiers populaires. C'est que des inégalités, des injustices ont été créées à l'insu de cette population immigrée d'Europe, des inégalités entre cette population originaire d'Afrique en Europe et les peuples, les communautés d'Afrique. C'est-à-dire qu'on a créé de l'inégalité de classe, presque de l'inégalité de race, entre les populations qui vivent en Europe et qui peuvent circuler en Afrique, et les populations en Afrique qui ne peuvent pas de la même manière circuler en Europe. Et donc, il y a là un traumatisme, une amputation. Et finalement, la question que je pose, c'est pourquoi on n'aurait pas le droit, dans les quartiers populaires, d'accueillir les nôtres ? Nos communautés, nos familles, nos proches, nos amis, rester au pays. Pourquoi il faut conditionner cet accueil par des revenus, par l'utilité, toujours, on revient à cette question de l'utilité au capital, c'est-à-dire oui, mais il faut que les gens aient de quoi venir, il ne faut pas qu'ils restent, etc. On ne sera chez nous, en Europe, que dès lors qu'on pourra accueillir les nôtres. Voilà. C'est-à-dire que, apparemment, paradoxalement, pour se sentir chez soi, pour être ancré dans une terre, dans une ville, dans un quartier, il faut pouvoir s'en échapper, aller ailleurs, aller voir des familles ailleurs, des amis, les accueillir. En fait, l'enracinement ou l'ancrage, plus exactement, est inséparable de la liberté de circuler. Absolument. Alors, c'est deux notions qui peuvent paraître contradictoires, en tout cas qui ne sont pas portées par les mêmes organisations politiques, la même pensée politique. On a plutôt en France la droite et l'extrême droite qui portent cette question de l'ancrage territorial et de la terre, même si aujourd'hui, dans le camp progressiste, il y a des organisations, les soulèvements de la terre, reprise de terre, évidemment les zadistes. Il y a à la marge, à gauche, on va dire, cette question de la terre qui est portée, qui est valorisée. Mais c'est plutôt une question qui est portée en France par la droite et l'extrême droite. À l'inverse, les questions de liberté, et notamment de liberté de circuler sans condition, c'est traditionnellement plutôt évidemment une question qui est portée par le camp progressiste et par la gauche. Et voilà, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'articuler les deux, en fait. On ne peut se sentir chez soi quelque part que dès lors qu'on peut effectivement s'en échapper. Il y a aussi la question de la liberté de circuler sous condition, et ça, c'est vraiment une question qui est au centre du livre, évidemment. C'est pour ça que le sous-titre, c'est « Et nous serons libres ». C'est l'idée que c'est là, pour le coup, un angle mort du champ écologiste. Lorsqu'on pose la question de l'urgence climatique, on ne pose pas la question de la mise à l'abri des populations qui subissent une catastrophe écologique. Et je propose, moi, la
question de la liberté de circuler comme droit fondamental, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui, la liberté de circuler, la liberté de circulation et d'installation sans condition, comme une possibilité de se mettre à l'abri en cas de catastrophe écologique. Reporter, le quotidien de l'écologie. Fatima Wassak, pour une écologie pirate, vous abordez avec de la force, ai-je trouvé, ce qui est peu fait encore, ce qu'il se passerait si se développe, ce qui est hélas probable, d'autant plus si le capitalisme continue son œuvre, la catastrophe écologique. Et vous parlez en fait d'un climato-fascisme. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous craignez, ou ce que vous anticipez, ou ce que vous imaginez ? Alors d'une part, quelque chose qui est connu aujourd'hui, assez bien documenté, le fait que l'extrême droite française et européenne a quelque chose à dire sur la question climatique. Elle n'a pas à dire uniquement sur la question des migrants, sur la question des musulmans, sur la question de l'Europe blanche et chrétienne qu'il s'agirait de protéger. Elle a son mot à dire sur la question climatique, elle y travaille, elle a un programme, un projet. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de participer à un colloque universitaire en Suède, où justement l'extrême droite a pris part au pouvoir, qui montrait à quel point les extrêmes droites européennes se positionnaient et avaient un projet de lutte contre le réchauffement climatique, qui était plutôt complexe, assez sophistiqué. Et donc dans le livre, je dis quand même, il faut s'en inquiéter, en France Quel notamment. est ce projet, justement ? C'est de dire, il faut protéger l'Europe contre ces hordes de barbares qui vont déferler sur nos plages, dans nos villages, dans nos villes. Hordes de barbares qui vont déferler parce que catastrophes écologiques, notamment en Afrique, évidemment, c'est ces populations-là qui font peur, à cause des inondations, à cause de la sécheresse, etc. Donc, on prend la mesure de l'urgence climatique, il n'y a pas du tout de remise en question de ça, en tout cas plus aujourd'hui, et on dit, mais attention, étant donné cette urgence, on va avoir comme ça ces populations africaines qui vont nous grand remplacer, donc c'est tout le thème du grand remplacement, et donc il faut fermer encore davantage. L'Europe a déjà des frontières, évidemment, avec l'Afrique, mais il faut totalement verrouillé pour empêcher ces populations de venir en France. Et puis aussi, à un propos, donc ça c'est le propos concernant les personnes migrantes, mais à un propos aussi sur les questions démographiques. Et en fait, évidemment, le soubassement, c'est de dire, c'est toujours la question du grand remplacement, et c'est de dire, l'Europe est vieillissante, donc l'Europe blanche et chrétienne, tout le propos de l'extrême droite là-dessus, c'est un propos de suprémacisme blanc. L'Afrique, elle, fait des enfants. Et donc, il faut travailler à ce que la lutte contre la démographie, c'est-à-dire que pour lutter contre le désastre écologique, l'urgence climatique, il faut empêcher en fait ces populations de faire des enfants. Voilà un peu le projet porté par l'extrême droite. En France en particulier, ce que j'essaie de montrer, c'est que il y a déjà des dispositifs qui sont en place, notamment la gentrification, dans l'habitude que l'on a en fait de considérer que les populations qui vivent dans les quartiers populaires ne sont pas là chez elles et qu'on peut tout à fait prendre cette terre-là, dès lors qu'on a besoin de plus de place. Je parle à dessein d'espace vital, pour dire à quel point il y a quelque chose, il y a une tradition européenne, là-dessus, un dispositif qui existe déjà et qui n'attend pas que l'extrême droite prennent le pouvoir. Il y a également la présence policière dans les quartiers populaires. Ce sont des quartiers où les populations sont sous contrôle permanent. On le sait, la police vote quand même très majoritairement à l'extrême droite. C'est quelque chose qui est documenté. Bon, voilà, une fois que l'extrême droite prend le pouvoir, elle a ce dispositif policier qu'elle peut mobiliser. Et c'est enfin la question des murs en France et en Europe. Donc pas simplement les murs qui séparent l'Europe de l'Afrique, mais les murs également qui séparent les quartiers populaires des quartiers pavillonnaires. C'est-à-dire qu'on a tendance à ne juger, n'apprécier les quartiers populaires qu'en tant que tels. Voilà, on parle des banlieues, ou à comparer les banlieues avec les campagnes, ou les banlieues avec l'Afrique. Jamais on ne compare les quartiers populaires et les quartiers
pavillonnaires qui sont séparés par des murs, et c'est toute la question de la résidentialisation dont je parle dans le livre. Une fois l'extrême droite au pouvoir, et c'est pas un fantasme aujourd'hui de parler de l'extrême droite au pouvoir, hein. En 2022, elle a failli passer, et puis la prochaine fois... En Suède, en Italie, dans d'autres pays. En Europe, et en France, elle est vraiment aux portes du pouvoir. On a des députés d'extrême droite aujourd'hui à l'Assemblée. Ce que j'ai voulu montrer, c'est que voilà, ces murs existent déjà. Donc l'extrême droite qui arrive au pouvoir, va pouvoir mener une lutte, mener un projet de lutte contre le réchauffement climatique, parce que l'extrême droite compte mener ce projet-là aussi, avec gentrification, résidentialisation et contrôle policier des quartiers populaires. Une sorte de ghettoisation et d'enfermement généralisé. Est-ce qu'il n'y a pas, et d'ailleurs à un moment vous évoquez le risque démographique, c'est le terme, est-ce qu'il y a effectivement une chute de la natalité dans un très grand nombre de pays d'Europe, et encore une forte natalité, même si elle est moindre qu'auparavant, dans un grand nombre de pays d'Afrique, dont les perspectives font penser qu'il y aura encore une forte population en Afrique, jeune. Donc comment vous imaginez cet avenir, et surtout que cette population africaine, ces peuples africains, vont être confrontés à des difficultés énormes du fait du changement climatique? Plus que des difficultés, c'est le continent africain qui va le plus avoir à subir les conséquences du désastre, des désastres écologiques. Moi, je ne perçois pas a priori la natalité, les enfants à naître, comme quelque chose de négatif, en fait. Ça a d'ailleurs, dans l'histoire de l'humanité, plutôt été perçu comme quelque chose de positif. Il me semble que, mais ça ce sont les scientifiques qui documentent ça, il me semble qu'il est prouvé aujourd'hui que la population mondiale va stagner à un moment donné et que on ne peut pas considérer que la démographie est cause du désastre climatique. Bon, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, il me semble, totalement démontré. Et donc c'est pour ça que je pense qu'on peut faire l'hypothèse que l'angoisse que l'on peut ressentir aujourd'hui en Europe, à l'extrême droite, mais pas que, face à cette démographie africaine, c'est une angoisse qui a des fondements racistes. C'est-à-dire, voilà, la natalité en soi, pourquoi pas, c'est la natalité africaine qui pose problème. Et c'est vraiment cette idée de grand remplacement. Je pense que c'est ça qui fait peur, en fait. On va être grand remplacé par ces gens-là. Non, moi, je pense que l'Afrique a quelque chose à dire sur la question climatique. Elle n'est pas passive. Je veux dire, c'est pas l'Europe qui va sauver l'Afrique. L'Europe, au contraire, a participé à coloniser l'Afrique, à piller l'Afrique, à participer au désastre climatique que subit aujourd'hui l'Afrique. La solution de l'Afrique, ce n'est pas l'Europe. C'est ce que j'essaie de montrer aussi dans le livre. Malheureusement, on n'écoute pas assez ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Dans les quartiers populaires, les populations descendantes de l'immigration africaine l'écoutent parce qu'on a un pied ici, un pied là-bas. Une part de nous, en fait, est de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, on s'en soucie. J'essaie de montrer que nos parents, nos grands-parents se soucient de ce qui se passe là-bas, financent des projets par exemple, pour planter des arbres, des puits, etc. Vraiment, il y a ce souci-là, mais qui est en nous, évidemment. Ça fait partie de notre sociabilité, ça fait partie de nos parcours, nos héritages, etc. Donc, il y a un pied ici, un pied là-bas. Mais dans le champ politique, dans le champ écologiste, il n'y a pas assez cette réflexion autour d'une sortie du capitalisme, et donc d'un projet de lutte contre le réchauffement climatique, du point de vue des Africains et des Africaines, alors même qu'il s'y passe des choses. Je considère, par exemple, que les luttes anticoloniales, ce sont des luttes anticapitalistes et donc des luttes de lutte contre l'urgence climatique. Donc voilà, être un petit peu plus à l'écoute de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Vous écrivez d'ailleurs, et c'est là aussi une idée forte, l'écologie politique en France ne considère jamais l'Afrique comme un espace philosophique, politique et militant à partir duquel pourrait s'envisager une autre économie, un autre style de vie, une autre civilisation, d'autres rapports sociaux. Oui, alors les termes que j'emploie là, dans cet extrait, sont les termes qu'a employé André Gortz, qui parle de manière très exceptionnelle de l'Afrique dans un petit extrait, et qui dit effectivement que la sortie du capitalisme ne peut pas s'envisager du point de vue africain. Il ne peut s'envisager que d'un point de vue civilisé,
Donc il parle de barbares en Afrique. La civilisation, c'est ici en Europe. Et donc il dit assez rapidement, c'est vraiment entre deux portes. Mais ça dit beaucoup en fait de l'angle mort chez André Gorz et dans l'écologie politique en France. Ça dit beaucoup en fait de l'absence de l'Afrique. Et effectivement, le déni par rapport à ce que pourrait apporter à cette cause commune, la lutte contre le réchauffement climatique, à ce que pourrait apporter l'Afrique. Donc je réemploie effectivement ces termes pour dire que oui, déjà encore une fois, c'est pour valoriser ces luttes anticoloniales qu'on ne valorise pas assez dans une perspective écologiste. C'est-à-dire qu'on ne considère pas que ce sont aussi des luttes pour se réapproprier la terre, pour reprendre de la terre au système capitaliste. C'est ça aussi les luttes anticoloniales, donc qui ont libéré la terre africaine pour partie de la férocité capitaliste et de la férocité coloniale. On n'associe pas justement assez, on n'articule pas assez la question coloniale et la question capitaliste. Et penser les luttes anticoloniales dans une perspective et anticapitaliste et écologiste, ça permet, je trouve, d'avoir un petit peu d'espoir aussi. Je fais l'hypothèse que l'angoisse dans laquelle nous sommes ici en Europe, face aux désastres climatiques, est liée paradoxalement au fait qu'en Europe, on pense qu'on va sauver l'humanité, qu'on va sauver le monde, qu'on va sauver le vivant, la biodiversité, etc., etc. Je fais l'hypothèse que paradoxalement, encore une fois, d'être dans un peu plus d'humilité, se dire non, tout ne viendra pas de l'Europe, peut-être que ça viendra aussi de l'Afrique. Je fais l'hypothèse que ça va être un peu plus enthousiasmant, qu'on sera un petit peu plus optimiste que ce que l'on est en ce moment. Voilà. Et donc je pense oui que ça viendra des Suds, et de l'Afrique en particulier. Alors que, me semble-t-il, l'Afrique en ce moment est, pour un grand nombre de pays, en proie à des dictatures en Égypte ou en Algérie, à des guerres civiles en Éthiopie, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Ce qui se passe au nord du Mali, dans le Sahel, est une forme de guerre civile. Voilà, on voit quand même peu un processus de lutte anticoloniale, d'émancipation, me semble-t-il, je parle très prudemment. Comment vous articulez ce que vous venez de dire et ce qui semble être la réalité politique présente de ce continent ? Alors, la réalité politique présente de ce continent doit être appréciée dans une perspective historique aussi. C'est-à-dire, déjà, si on pouvait commencer déjà par parler des luttes de libération anticoloniale qui ont eu lieu pendant des décennies, dans le Rif marocain, par exemple, dont je suis. La première guerre anticoloniale, c'est 1920. Déjà, prendre la mesure de ces luttes. Voilà. Encore une fois, dans une perspective anticapitaliste et dans une perspective écologiste, avec la question de la terre au centre. Ça, c'est une première chose. Évidemment que ces luttes n'ont pas totalement libéré le continent africain du système capitaliste, du système colonial, aussi parce que le rapport colonial et impérialiste de l'Europe vis-à-vis de l'Afrique n'a pas cessé. Je veux dire, ce n'est pas un problème uniquement africain, ce que vous évoquez. C'est aussi parce que l'Europe continue à piller la terre africaine, continue à extraire de cette terre africaine des combustibles fossiles qui sont responsables pour l'essentiel du réchauffement climatique, continue à y mener des guerres, continue à éliminer des représentants des peuples africains qui seraient trop démocrates, trop progressistes. On connaît, évidemment, on en parle de plus en plus, les circonstances dans lesquelles sont morts Thomas Sankara, qu'on pourrait réécouter, lire aussi en tant qu'écologiste, mais aussi Lumumba, Ben Barka, etc. Donc c'est aussi, je pense qu'il faut aussi prendre la mesure de ce qu'empêche l'Europe en Afrique. Voilà. Et donc poser la question effectivement coloniale et la question impérialiste. Maintenant, on peut tout de même dire que des luttes existent. On parle beaucoup en France, à juste titre, de ce que continue à faire Total en Afrique, notamment en Ouganda, avec ce projet ICOP, de pipeline chauffé. Oui. Et en Afrique du Sud aussi bientôt. Absolument. On en parle, mais on dit relativement peu à quel point les populations locales
les militants, les activistes locaux se battent. Il y a des morts en fait là-bas. J'ai rencontré une délégation à Bruxelles d'activistes qui venaient d'Ouganda. Et alors, avec ma facilité justement, avec cette écologie européenne, moi je disais mais il faut occuper, il faut avec des modalités de lutte qu'on connaît bien ici. Et on m'a répondu mais t'es gentil, mais c'est des dizaines de morts en fait. Quand on occupe, c'est pas le même contexte politique, c'est un contexte beaucoup plus dur. Et pourtant, des gens se battent. Ils continuent à se battre contre ces projets écocidaires, quoi. Donc, et colonialistes aussi. Et colonialistes et impérialistes. Et donc, c'est bien que des luttes existent. Voilà, c'est ça qu'il s'agit de dire, c'est que l'Afrique ne se contente pas d'attendre qu'on vienne la sauver. Les populations se battent, réfléchissent. Il y a aussi une pensée, une philosophie, des philosophies africaines, écologistes qu'il faut pouvoir entendre. Il y a un autre thème original, on va dire, et fort, je lis « Jamais la liberté de circuler n'est considérée comme une mesure d'adaptation au réchauffement climatique, ne serait-ce que comme une option à envisager dans le cadre d'un débat public. » Eh bien, vous commencez avec ce livre et on commence ici sur Reporter. Alors, qu'est-ce que serait effectivement l'adaptation au réchauffement climatique et pourquoi la liberté de circuler doit en être un outil, une solution, une modalité? Oui, alors c'est notamment... Alors je réagissais là, notamment au débat qui a lieu depuis quelques années déjà, et en particulier dans le champ politique, dans le champ médiatique majoritaire depuis 2022, sur l'idée qu'il faudrait réduire la circulation des Européens et des Européennes, des millionnaires, des milliardaires, des riches, un peu partout dans le monde, parce que, alors c'est toute l'histoire des jets privés, et donc comme modalité de lutte contre le réchauffement climatique. Donc effectivement, la question de réduire les voyages, c'est une question qui est légitime et qui est posée. Mais ce que j'essaie de montrer, c'est que ce n'est pas suffisant. Ça reste un choix. C'est-à-dire que la liberté de circuler de quelques-unes, est amenée à être légèrement entravée. Mais ça ne remet pas en question le fait que cette liberté de circuler, finalement, n'est qu'un privilège, puisque tous et toutes ne peuvent pas en jouir, ne peuvent pas en bénéficier. Et donc, je trouve que ce débat est largement insuffisant, pas du tout à la hauteur de l'urgence climatique, puisque de toute façon, nous savons qu'il y a des inondations, des sécheresses qui seront de toute façon, qui vont avoir lieu, quoi que nous fassions aujourd'hui. Donc, des personnes vont en être victimes. Dans quelle mesure les écologistes conséquents que nous sommes, et qui réfléchissons donc à l'échelle de l'humanité, moi ça m'intéresse pas du tout de sauver la classe moyenne supérieure française ou européenne. Voilà, moi je suis de ceux et celles qui aspirent à ce que toute l'humanité survivra, quoi. Et donc qu'est-ce qu'on met en place pour que les victimes aujourd'hui et les victimes demain, qui de toute façon existent, seront là. Enfin, je veux dire, on ne peut rien faire. Enfin, on peut faire pour plus tard, mais en tout cas, les années à venir, c'est irrémédiable. Qu'est-ce qu'on met en place pour que ces personnes puissent s'échapper? C'est-à-dire quitter le lieu du désastre et arriver à bon port. Les personnes peuvent quitter aujourd'hui. Il y a un droit fondamental qui existe, et donc on a le droit de quitter une terre dévastée. Par contre, en termes de droit, on n'a pas ce droit fondamental d'être accueilli à bon port vivant. C'est ce qui se passe entre l'Europe et l'Afrique. Et donc oui, dans une perspective écologiste, mais aussi internationaliste, et aujourd'hui on en a besoin de cet internationalisme, mais dans quelque chose de concret, encore une fois, d'affectif, et je trouve, moi, qu'entre l'Europe et l'Afrique, il y a de quoi faire, notamment avec les populations qui vivent dans les quartiers populaires. Oui, cette idée de liberté de circuler comme possibilité de se mettre à l'abri, et aussi comme possibilité, là je parle en tant que militante politique, pour les écologistes, les féministes, les antiracistes, les personnes qui se battent pour défendre les droits des migrants et des migrantes, les personnes qui luttent contre l'homophobie, la transphobie. Donc vraiment, je tire un peu toutes les luttes. C'est aussi parce que je travaille avec d'autres depuis des années à cette fameuse alliance des luttes, et que stratégiquement, presque tactiquement, la question de la liberté de circuler partout
sans condition, ça peut être en fait quelque chose qui peut nous porter en fait, qui peut être cette écologie joyeuse, où c'est de nouveaux droits, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui nous porte et je trouve que oui, la liberté de circuler, c'est quelque chose qui peut nous emmener. Reporter. Le quotidien d'écologie. Fatima Wassak, autrice de Pour une écologie pirate, vous n'êtes pas, même pas tendre, mais à l'égard du mouvement écologiste ou du mouvement climatique en France. Alors expliquez-nous ce qui suscite comme critique pour vous. Alors moi, je me situe clairement dans le champ écologiste, dans le camp écologiste. Je fais partie de celles et ceux qui se battent contre le désastre climatique. Voilà, c'est comme ça que je me situe d'entrée de jeu dans le livre. Donc je m'adresse à mon camp. Mais effectivement, c'est un rapport critique à mon camp, critique mais dans une sincérité. C'est-à-dire que vraiment, je veux que la critique soit la plus constructive possible, parce qu'encore une fois, l'urgence l'impose. Je veux dire, si il s'agissait de ne pas être critique concernant ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, l'écologie n'est pas populaire. L'écologie n'est pas portée dans les quartiers populaires, elle n'est pas portée par les classes populaires. S'il s'agit de ne pas apporter d'analyse lucide là-dessus, c'était pas la peine d'écrire ce livre. En plus, je l'ai appelé écologie pirate. Je le dis souvent, c'est pas l'écologie potiche, pirate. Bon, je me devais quand même d'être à la hauteur de l'imaginaire de la piraterie. Et donc oui, il y a une petite forme de mutinerie aussi. Mais contre qui, en fait? C'est vrai, pour une écologie pirate, mais une pirate, on va prendre le trésor de qui? Allez. Oui, c'est ça. C'est en fait de qui? C'est une vraie question. Hein, oui, mais qui est-ce qu'on braque là avec notre trois-mâts évidemment, et notre drapeau noir là? Oui. Qui on va prendre? Alors, fondamentalement, évidemment, c'est ce système colonial capitaliste qui, évidemment, est l'ennemi fondamental, l'ennemi principal. Mais effectivement, il y a aussi un petit côté pirate dans le rapport à mon propre camp. Donc, encore une fois, le camp progressiste, écologiste, la gauche. C'est-à-dire, oui, ça ne va pas. Aujourd'hui, l'écologie n'est pas à la hauteur parce qu'il n'y a pas d'internationalisme. Voilà, pour moi, l'internationalisme commence par dire la liberté de circuler, ce n'est pas un privilège, puisque tous et toutes aujourd'hui dans le monde ne peuvent pas être libres, ne peuvent pas circuler librement. Nous ne sommes pas libres. Et ça, c'est une question effectivement qui est au centre, et c'est la critique principale en fait que je fais à ce camp écologiste. C'est l'angle mort, l'incapacité à se saisir franchement, clairement, de la question raciste, migratoire, oui. Ou d'ancrage, comme vous le disiez. Alors c'est un angle mort. Et pour moi, il y a deux. Ou c'est un non-dit? Non, c'est un angle mort. Mais alors, je m'adresse surtout à celles et ceux, donc aux personnes, aux lecteurs et lectrices là pour le livre, mais aux organisations politiques également, pour qui c'est un angle mort, mais pour qui c'est un questionnement, et où effectivement, alors c'est la question internationaliste, mais derrière c'est la question coloniale, où en fait, qui en demande en fait. Et moi, je peux témoigner aussi qu'il y a une demande. Je veux dire, il y a déjà plusieurs années, on me pose la question, à moi et à d'autres, comment on fait pour être ensemble, comment on fait pour élargir le front, comment on fait pour lutter ensemble contre ce désastre qui va tous nous couler. Donc, je m'adresse à ces organisations-là, à ces personnes-là, en fait. Nous sommes sincères. Nous voulons un monde plus respirable pour nos enfants et nos petits-enfants. Voilà. Comment on fait? Et moi, j'essaie de donner à voir, en fait, un projet, alors, du point de vue des quartiers populaires, mais c'est un projet pour tout le monde. Et donc, vraiment, avec au centre la question de la liberté, la question de la terre, avec, une perspective internationaliste, une perspective anticoloniale. Mais je vois bien qu'il y a autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des organisations pour lesquelles la question coloniale est un angle mort, l'internationalisme est un angle mort, mais qui ne veulent pas que ce soit autrement. C'est-à-dire qu'ils défendent une écologie de confort. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tant que la classe moyenne supérieure en France et en Europe maintient un certain niveau de confort, n'a pas trop à payer, n'a pas trop à subir les ravages écologiques, bon, finalement, ça va très bien et sauvons notre peau. Et voilà, c'est ça que je dénonce. Ils maintiennent l'ordre social actuel, selon vous? Oui, parce que ce sont des organisations qui ne
pense pas la survie de l'humanité. Voilà. Qui en fait limite leur champ d'action, de compétences, d'interrogation, de questionnement aux frontières du Nord. Voilà, et en particulier aux frontières de l'Europe et en particulier aux frontières de la France. Ça, pour moi, ce n'est pas à la hauteur. En tout cas, ce n'est pas à ça que j'aspire. Moi, j'aspire à une écologie qui sauverait tous nos enfants. Pas uniquement les enfants du Nord, pas uniquement les enfants de classe moyenne et supérieure. Et en fait, qui prend en compte l'avenir, parce que ce que je relis ce que vous dites, il exprime, alors ce projet écologique majoritaire exprime clairement une inquiétude face au changement, entre parenthèses, on veut que nos enfants aient la même vie que nous, et une aspiration à la préservation de la vie d'avant, avant le réchauffement climatique, avant le risque démographique et migratoire. C'est-à-dire que vous, en fait, vous nous incitez, par vos écrits, par votre parole, à dire, mais il faut penser l'avenir maintenant. Vous-même, les écolos, vous n'arrivez pas vraiment à prendre en compte les bouleversements qui vont être entraînés par le changement climatique. Absolument. C'est dans ce sens-là que je dis qu'en fait, on défend en Europe, et en France en particulier, un projet écologiste qui n'est pas à la hauteur. C'est-à-dire que prendre en considération la question coloniale, c'est pas simplement pour faire plaisir aux quartiers populaires, aux populations qui vivent dans les quartiers populaires, ce n'est pas uniquement pour permettre à ces populations-là de survivre à la catastrophe climatique. Je dis qu'il faut prendre en considération la question coloniale aussi parce que ne pas prendre en considération la question coloniale, donc c'est ne pas voir le lien qu'a la question coloniale avec la question capitaliste. Et finalement, en fait, c'est de ne pas réellement lutter contre le réchauffement climatique. J'essaie de montrer qu'en fait, tant qu'on va sous-humaniser une partie de l'humanité, qu'elle soit en Europe, les quartiers populaires, ou en Afrique, par exemple, dans les pays du Sud, tant qu'on sous-humanise une partie de l'humanité, on ne permet pas la protection de la Terre qu'habite cette sous-humanité. Et c'est le désastre qui vise ces terres-là, donc ces sous-terres, qui entraîne réchauffement climatique. Donc, ne serait-ce que par sincérité écologiste, vous voulez réellement lutter contre le désastre climatique, occupez-vous de la question coloniale. Et occupez-vous donc de la question du racisme, de cette sous-humanisation d'une partie de l'humanité. Décoloniser. Sinon on sent... Alors, décoloniser, oui, moi je suis dans un bon là c'est des détails, mais moi je défends vraiment la lutte anticoloniale. Parce que comme on l'a dit pour commencer, je pense que vraiment là, on est à un moment où il faut taper du poing sur la table. Le mot anti, moi je le trouve vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de frontal en fait. Il faut vraiment s'y mettre et pas simplement suggérer, chuchoter à l'oreille des dominants, du dominant, qu'il s'agirait de changer. Moi, je pense qu'il faut vraiment être dans un rapport de force, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'affection aussi par rapport à mon héritage politique pour cette lutte anticoloniale. Mais oui, dire, en fait, que si vraiment vous êtes sincère, si vraiment vous voulez lutter contre le désastre climatique, si vraiment vous voulez lutter pour les générations futures, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, il faut prendre la mesure, en fait, de ce que produit le rapport colonial à la Terre, de ce que ça produit en termes de désastre climatique, que c'est complètement lié, que ce n'est pas une autre question. La question raciale, la question coloniale, ce n'est pas une autre question parallèle à la question écologique. C'est finalement la même question. C'est la question de la Terre, c'est la question de la liberté, c'est la question de l'égale dignité humaine, c'est la question de la justice. Et qu'en fait, on devrait normalement tous se retrouver autour de la table. Ensuite, il y a évidemment des explications nécessaires, il faut démontrer, et ça, c'est pour ça que j'ai fait ce livre en fait. Oui, il faut écrire, il faut théoriser, il faut amener des éléments, il faut documenter, il faut chiffrer. Oui, il y a ce travail-là à faire. J'ai bon espoir, moi, qu'après ce travail-là, on se mette d'accord pour dire oui, en fait, on veut le bien pour tous nos enfants, et pas simplement pour une partie d'entre eux. Et j'ai bon espoir. Voilà, c'est vraiment quelque chose, à la fin, je pense, j'espère que le livre finit quand même par une note... L'espoir, mais en même temps, vous dites quelque part, il ne faut pas croire qu'on va sortir du capitalisme soit de manière civilisée, soit par la barbarie, mais par une lutte.
Révolutionnaire. Révolutionnaire. Oh oui, c'est ça. Un mot qui n'est plus trop employé de nos jours, sauf pour dire, tiens, le dernier Apple, machin truc, ou la dernière SUF, je sais pas quoi, c'est révolutionnaire. Donc on a vidé le mot de sa substance, mais vous l'assumez. Oui, alors malheureusement, le mot est quand même largement galvaudé aujourd'hui, et voilà, pour des combats, des propos qui sont pas du tout révolutionnaires. Moi, effectivement, j'assume cette perspective révolutionnaire dans le livre, notamment parce que le projet que je défends est un projet radicalement anticapitaliste. Voilà, pour moi, c'est aujourd'hui ce qui permet de qualifier un projet de révolutionnaire, c'est celui-là, radicalement anticapitaliste, pas un peu anticapitaliste, radicalement anticapitaliste, c'est-à-dire radicalement anti-impérialiste, radicalement anticolonialiste et internationaliste. Vraiment penser le monde et pas penser uniquement à la manière dont on va se sauver soi-même ici en Europe. Donc oui, moi j'assume complètement cette perspective révolutionnaire. Donc oui, j'assume qu'il va falloir se battre. Après, alors moi, ma part là, c'est pas, je sors pas des fusils. Hein. Moi, c'est un livre. Donc voilà, moi je viens autour de la table et je me bats avec ça. Je pense qu'il faut arriver armé aussi de livres, armé aussi de théories. Lorsqu'on me posait la question, lorsque vous me posiez d'ailleurs la question il y a quelques années de l'écologie populaire, l'écologie dans les quartiers populaires, je répondais à l'époque de manière un peu facile, mais c'était une première étape en fait. Oui, alors l'écologie est plutôt accaparée par les classes moyennes supérieures blanches, etc. Pour moi, c'était une première étape. Là où on a, je pense, bien avancé aujourd'hui, en tout cas pour ma part, je pense avoir un petit peu cheminé, c'est que je viens armée d'un projet. C'est-à-dire que je me contente pas de dire, ah là, ça va pas, l'écologie, c'est pas populaire. Je viens en disant, on a des choses à dire, on a des choses à proposer, il y a un projet politique. Moi, je parle de ville aux enfants, je parle de liberté de circuler, effectivement, comme droit fondamental, je parle de la Méditerranée comme hyper sujet, un peu comme les camarades boliviens, les camarades sud-américains. Il y a des pistes, en fait, de réflexion, d'action. Là où elles sont révolutionnaires, c'est qu'il va falloir chambouler pas mal de choses, remettre en question pas mal de choses. Et oui, je devine que ça va pas se faire en douceur, mais en même temps, là où je trouve ça très enthousiasmant, c'est que on a un projet. Je veux dire, on n'est pas dépossédé en fait du pouvoir de changer les choses. Et malheureusement, dans les quartiers populaires, c'est ça qui nous tue en fait. C'est ça qui fait qu'on n'avance pas, qu'on est dans des impasses politiques. C'est quand on n'a pas de projet. Quand on n'a pas de cette conviction. Il n'y a pas que dans les quartiers populaires, c'est toute la France. Enfin, les autres pays européens, je ne sais pas, mais j'ai l'impression aussi que peu importe. Mais il n'y a que dans les quartiers populaires qu'on a affaire à une population qui est sans terre, qui est sans pouvoir politique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pouvoir politique dans les quartiers populaires en Europe. Voilà. Alors que ce n'est pas le cas pour les autres territoires et ce n'est pas le cas pour les autres classes sociales. Dans les quartiers populaires, on est sans terre et sans pouvoir. Et ça, je crois qu'on n'a pas assez mesuré, c'est ce que j'essaie aussi de montrer dans le livre, à quel point c'est angoissant. C'est-à-dire qu'on vient dans les quartiers populaires pour nous dire « mais vous vous rendez pas compte, le climat, on va tous mourir, etc. » On n'a plus que 3 ans. Mais on ne se rend pas compte qu'on a affaire à des personnes qui savent qu'elles n'ont pas le pouvoir de changer le sort de leurs enfants. Et donc, c'est pour ça qu'il faut poser la question du pouvoir politique. Venir avec un projet politique, venir avec des livres, mais avec des films, des documentaires. Bon, venir armé, ça, c'est quelque chose de positif parce qu'au moins, voilà, on peut se dire qu'on a le pouvoir de changer le sort de nos enfants. Ça, c'est réjouissant. Fatima Wassak, merci. Merci à vous. Reporter est un média indépendant, en accès libre, sans publicité et financé par les dons de ses lecteurs. Pour nous soutenir, rendez-vous sur reporter.net/dons. Reporter. Le quotidien d'écologie.